m'entendez tous? Oui, parfait. Donc ça fonctionne. Bonjour à tous, je vais me présenter, je vais laisser Céline le soin de le faire. Je m'appelle Christelle Ouvrard, je suis expert comptable et je suis présidente du comité RSE du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Je vous propose qu'on déroule ensemble la présentation et puis si vous avez des questions, je vous laisserai peut-être au milieu de la présentation un petit temps pour que vous puissiez vous exprimer. Et puis je tenais aussi à vous remercier d'être venus nombreux, parce qu'en effet, j'observe qu'il y a un engouement sur le sujet. Donc nous allons parler d'inclusion, et on va voir en quoi ce terme n'est pas un terme marketing, et en quoi on peut, en effet, dans nos modes de management des entreprises, faire évoluer en fait la gestion dite des ressources humaines. Donc nous allons parler de l'impact social de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et du rôle de l'expert comptable par rapport à ce sujet. Donc j'imagine que vous avez tous déjà entendu parler de la responsabilité sociétale des entreprises. Levez la main d'ailleurs pour me dire si vous savez ce que c'est que la RSE. Je vois qu'il y a une petite minorité quand même, donc on va rappeler quelques notions, sachant que là aussi on parle aujourd'hui beaucoup de RSE. C'est pas une notion qui est tout à fait récente, puisqu'elle date, je dirais, déjà de très nombreuses années. Mais Gro Harlem Brundtland est véritablement celle qui a donné une première définition de la responsabilité sociétale des entreprises et du développement durable. Donc l'idée du développement durable, comme son nom l'indique, peut-on en fait mettre en œuvre, avoir un monde dans lequel en effet l'impact environnemental qu'on subit aujourd'hui, social et autres, fait que on pourra envisager une durabilité à long terme. Donc il y a 3 piliers dans le développement durable: l'environnement, le social et l'économique. Je vois qu'il y a un jeune homme que ça intéresse, il va peut-être pouvoir répéter ce que je suis en train de dire. Donc je répète, donc 3 piliers dans le terme de développement durable: un pilier social, un pilier économique, un pilier environnemental. L'idée, c'est 2 concepts inhérents à cette définition. Le premier, c'est la notion de besoin et la notion de besoin essentiel. Est-ce que la planète permet d'assurer les besoins essentiels pour l'ensemble de l'humanité? En fait, c'est ça la notion. Et il y a une idée de limitation des ressources. Autrement dit, les ressources naturelles que l'on doit préserver sont-elles en fait sans limite? Et on va voir qu'en réalité, il y a bien des limites à ces fameuses ressources naturelles. Donc, Gro Harlem Brundtland faisait le constat en fait des limites planétaires. Et il y a même des modèles aujourd'hui qui ont été imaginés, les 9 limites planétaires. Vous irez voir un peu ce qu'il en est. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement au pilier social. Donc, on a vu qu'il y avait 3 piliers, mais on va s'intéresser au pilier social. Pourquoi? Eh bien, parce que l'homme est au cœur de tout. J'imagine que vous connaissez ce petit schéma. Oui ou non? Qui c'est qui a dessiné ça? Non, pas du tout. Donc, Léonard de Vinci. Bon. Donc, sachez, vous irez voir quand même, c'était la période de la Renaissance, c'est quand même un très célèbre personnage que je vous invite et vous recommande à connaître. Alors, pilier social, pourquoi est-ce que... Bon, ça, vous savez que l'homme, donc on vient de le dire, est au cœur de toute chose. Sans l'homme, on ne peut rien faire. Sans des salariés, collaborateurs, personnes impliquées dans les organisations, on ne va nulle part. Donc une fois qu'on a... Alors vous allez dire, ouais, mais c'est une litote. Ben, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Ben, en fait, il faut déjà en être convaincu. La crise sanitaire que nous avons connue, qui s'appelle la Covid, ça vous dit quelque chose, a bouleversé en fait les environnements dans lesquels les organisations et les entités se sont trouvées. Je pense que personne ne me dira le contraire.
les enjeux, en fait, sont que la plupart des personnes aujourd'hui ne s'attachent pas qu'au profit pour le profit. Pour ceux qui connaissent les théories managériales, théories capitalistiques, etc., il y a eu plusieurs modèles économiques. Moi, je suis assez férue d'économie. Et donc, les théories économiques, au départ, elles étaient très clairement orientées sur la richesse. Une entreprise doit être là pour gagner de l'argent, uniquement de l'argent. Aujourd'hui, on s'intéresse au fait que, en effet, parmi les 3 piliers, il y a un pilier économique et celui selon lequel il faut qu'on soit performant. On parle plus de performance que de rentabilité dans les langages aujourd'hui. Et on va rechercher, en fait, le comment on gagne de l'argent. C'est-à-dire la manière devient encore plus importante. Il ne suffit pas d'être efficace, il faut également être efficient, c'est-à-dire, en effet, quels sont les moyens que je mets en œuvre pour être économiquement viable, tout en respectant mon environnement. Et dans l'environnement, il y a certes la planète, mais il y a surtout l'homme dont on vient de parler. Donc, on parle aujourd'hui de capital humain et il y a énormément de réflexions, de livres, de choses, de théories qui visent à se développer sur comment aujourd'hui on rend engagées les personnes qui travaillent dans des entités. D'ailleurs, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage des collaborateurs salariés qui sont considérés comme réellement engagés dans une entreprise? Engagés, ça veut dire je me lève le matin, je me dis c'est bon, je rêve de mon entreprise, elle est géniale, mon patron est super, j'adore mon métier, je vais me battre pour lui, etc. Est-ce que vous connaissez ce pourcentage? Eh bien, il y a 6% des personnes, selon des études récentes, qui se déclarent engagés réellement dans leur organisation. Autrement dit, vous prenez vos effectifs, vous comptez, et puis en fait, c'est quasiment personne. Alors, est-ce que c'est grave? En fait, c'est un peu embêtant. Donc, quand on est d'accord sur ce constat, on se dit qu'il faut faire fondamentalement évoluer les modèles de management des organisations. Et en fait, c'est un peu comme ma chemise aujourd'hui. C'est pas que je me suis trompée dans les boutons, c'est qu'en fait, elle est déstructurée. C'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir son état d'esprit, se dire que tout ce qu'on pensait acquis, c'est faux, et en fait, en permanence, se mettre dans une situation de veille, se mettre dans une situation où on essaye de comprendre son environnement au lieu de les juger. D'accord? La notion d'inclusion, finalement, c'est ça. Il va falloir qu'on arrête de juger, qu'on se départisse des idées reçues qu'on peut avoir pour pouvoir, en effet, appréhender les nouveaux modes d'organisation de demain. Allons-y. Je te laisse la parole. Merci, donc bonjour à tous, donc Céline Candessus, donc je suis membre du comité RSE, pareil au CROEC, donc conseiller régional de l'ordre des experts comptables. Et donc moi je vais enchaîner, effectivement l'impact social est très lié, l'impact social de la RSE est très lié à tout ce qui va être QVT. QVT, est-ce que vous savez ce que c'est? Sans regarder forcément le slide, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez eu déjà des notions? On a quand même pas mal de jeunes, donc je vais un peu vous faire participer. Est-ce que vous avez des notions? Est-ce qu'à l'école vous voyez ce que c'est? Est-ce qu'on vous en a déjà parlé? La QVT, c'est... Pas du tout. Donc, qualité de vie, des conditions de travail, ces éléments-là ne vous parlent pas. Ça fait partie des ressources humaines, mais c'est une autre approche. C'est une approche quand même de bienveillance, de performance de l'entreprise. Tout à l'heure, Christelle en parlait. Donc, c'est comment faire évoluer le management au sein des entreprises pour prendre soin de tous ses collaborateurs et les amener plus loin. Amener ses collaborateurs plus loin va permettre aussi d'amener la société plus loin. Vous connaissez un peu. Ah, ça vous parle, c'est bien. Très bien. Donc, la qualité de vie, on a quand même 3 ambitions. Construire une organisation de travail favorable à la santé, c'est tout ce qui va être, tous les métiers qui peuvent être pénibles, on va chercher à diminuer la pénibilité qui est au travail. Ce qui va permettre derrière de développer les performances globales de l'entreprise. Si la personne est bien dans son travail, elle va être plus investie dans ce qu'elle va préparer et l'entreprise en sera bienveillante. On va chercher à donner à chacun du pouvoir pour agir. Je suis désolée, je vais être franche avec vous, c'est ma première intervention, donc je suis un peu stressée. Tout va bien, Céline. Tout va bien, ouais, j'ai un coup de stress. T'inquiète pas, tout va bien. Merci. Au moins, vous le savez. Donc, agir pour agir. Donc, c'est pouvoir développer au travail son activité, ses outils. En fait, c'est intervenir à titre personnel
dans l'entreprise qui existe déjà. C'est-à-dire pouvoir mettre sa marque, sa trace, donner ses idées, faire évoluer l'entreprise aussi, puisque lorsqu'on intègre un nouveau collaborateur, tout le temps, elle va avoir des idées. Moi, j'ai pas trop de collaborateurs qui n'ont pas des idées. Donc, elle va toujours vouloir agir et lui donner le pouvoir d'agir, pouvoir modifier les organisations, c'est très bien. Améliorer le travail d'aujourd'hui et de demain. C'est anticiper les impacts du changement. Je pense que vous savez qu'actuellement, on a quand même pas mal d'impacts. On a tout ce qui va être numérisation, écologie, puisque vous êtes ici, et on a la partie sociétale. Donc, tous ces éléments permettent de faire évoluer, et il faut les anticiper, et il faut que le service qualité ou le service management puisse en prendre part, et les collaborateurs aussi. Du coup, l'inclusion. Je vais faire la même question. Est-ce que vous savez ce que c'est? Puisque on vous a demandé de participer, ou même les personnes qui ne sont pas forcément les étudiants, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous venez par curiosité? Est-ce que vous savez? Est-ce que c'est une démarche, vous, que vous pouvez mettre en place ou pas? Non? D'accord. Je peux vous passer le micro si vous voulez. Vas-y. Donc, l'inclusion. L'inclusion, c'est le management qui va respecter, qui va encourager, qui va valoriser la diversité au sein de l'entreprise. Elle consiste à mettre en place un système de gestion des équipes qui respecte et qui valorise les individus dans toute leur diversité. C'est vraiment de prendre en compte les différences de chacun, les inclure, et au lieu que ce soit une différence, en faire une force. De la transformer en force pour l'entreprise. Et pour que la transformer en force pour l'entreprise, il faut beaucoup communiquer. Ça fait partie d'un des éléments qui va permettre aux structures et à l'ensemble des personnes d'aller plus loin. Pour résumer, je dirais que c'est une entreprise cosmopolite, genre, sexe, âge, préférence sexuelle, peu importe. C'est l'idée de vivre ensemble, c'est l'idée de ne pas avoir d'idées préconçues. C'est donc tout ce qui tourne autour de... c'est ça la notion de diversité, la véritable diversité. Donc, on va faire un petit tour d'actualité sur tout ce qui se passe au niveau de l'inclusion. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit peu des constats. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc, on a la partie les inégalités entre hommes et femmes. Donc, c'est encore d'actualité. On a quand même un écart encore inférieur de 15% entre une rémunération à poste. Donc, on précise bien, hein, c'est poste équivalent, temps d'heure équivalent. Il y a quand même une différence encore qui existe au niveau de la rémunération. Alors là, je me permets, c'est-à-dire que cette différence, elle n'est pas, c'est pas forcément, comment dirais-je, qu'on veut stigmatiser les femmes et marquer cette différence. C'est que souvent, les femmes s'occupent encore des enfants, donc elles ont du mal à avoir des postes à responsabilité parce qu'il faut qu'elles aillent chercher les petits à 16h, etc. Donc, mais ça veut dire qu'il y a quand même encore un gros travail à faire, probablement, sur comment on fait en sorte que les femmes puissent prendre des postes à responsabilité sans qu'on considère qu'il faut qu'elles aient des petits pieds pour être derrière les lave-vaisselle. Moi, c'est ce qu'on me disait quand j'étais jeune. Donc après, même principe, lorsqu'on a un CV, c'est vrai que selon le patronyme que l'on peut en voir, on voit qu'il y a encore des écarts, c'est-à-dire que malgré tout ce qui est mis en place avec des CV anonymes ou des CV où on ne met pas de prénom par de nom, on a encore une partie sur laquelle il y a des différences. Donc 30% de chances en moins pour ceux qui ont un nom ou une consonance qui n'est pas forcément d'origine française. Même principe pour la partie au niveau des travailleurs handicapés. Au niveau des travailleurs handicapés, même principe, même s'il y a des lois qui obligent les personnes, les entreprises et les grandes structures à embaucher des personnes handicapées, on voit que ce plafond de 6% n'est pas encore atteint. Attends, juste 2 petites minutes, attends. J'ai rajouté des petits trucs. Donc, étant donné qu'on a des jeunes, vous aussi, lorsque vous allez arriver sur le monde du travail, vous avez des jeunes qui sont diplômés, qui ont aussi des difficultés à trouver du travail, des personnes aussi qui n'ont pas forcément de diplôme, qui ont des difficultés à trouver. Même principe pour les seniors, les personnes qui ont plus de 50 ans, changer de travail, ça devient compliqué et c'est dur à être recruté. Par contre, petit élément, j'aimerais bien rester quand même sur du positif. On a quand même pas mal d'entreprises qui rentrent dans cette inclusion, qui sont meneuses, qui veulent porter ces projets et qui ont envie de faire changer les choses, de ne pas rentrer les gens dans des cases. Et je trouve que c'est important, et c'est important de souligner aussi les entreprises qui sont susceptibles de faire changer les choses et qui vont dans ce sens-là. C'est pour rester sur une note positive quand même.
Donc, pourquoi est-ce que c'est si difficile de mettre en place l'inclusion ? Parce que ça devient des enjeux... En fait, c'est difficile de mettre en œuvre la notion d'inclusion, déjà parce que premièrement, peu de personnes sont sensibilisées sur ce que c'est véritablement. Quand on voit inclusion, c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise toujours des terminologies qui sont, entre guillemets, un peu pompeuses, l'entreprise résiliente, bref. Mais au-delà de ces terminologies, en réalité, c'est une véritable stratégie de mettre en place, d'intégrer l'inclusion dans les entreprises, dans les organisations, c'est mettre en œuvre une véritable stratégie. Par définition, la démarche stratégique, elle est compliquée à mettre en œuvre. Et on verra un peu comment on le fait. Et il y a bien entendu un manque de connaissances, un manque de compétences sur ces sujets, mais on va voir que c'est un petit peu comme tout. On en entend parler, puis on commence à s'y intéresser, et entre le moment où on se dit que c'est important, et il y a un délai de latence, il y a plusieurs années qui se passent pour que ça puisse être mis en œuvre par les chefs d'entreprise. Mais il paraît, à mon avis, évident que dans les années qui vont venir et à venir, ça va encore progresser et ça va faire partie inhérente des modes d'organisation. Et puis je voulais rajouter aussi une notion, c'est qu'on assimile parfois la notion d'inclusion à la notion de handicap ou à des critères réglementaires. L'égalité homme-femme, donc dans les conseils d'administration, on va mettre des taux qui imposent les choses. Le pourcentage des handicapés, c'est pareil, on va mettre en mode des règles, etc. Mais en fait, en réalité, c'est pas la réglementation qui fait qu'on va avoir de véritables politiques. C'est la conviction qu'aura le chef d'entreprise de faire les choses. Oui, puis de toute façon, on voit bien que même s'il y a des lois, par exemple pour les handicapés, selon les structures que vous avez, il faut 6%, on ne les atteint même pas. Donc c'est vraiment la conviction des entrepreneurs et des personnes qui feront changer les éléments. Alors on vous a préparé une toute spéciale, je te laisse la lire. Elle nous plaît beaucoup, donc parmi nos recherches. Donc voilà un bon résumé à mon avis de ce que peut être la notion d'inclusion. On peut respecter les minorités, comprendre les particularismes, accepter la diversité sans pour autant céder à l'amiantement et au fractionnisme. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je traduis quand même pour cette jeunesse-là, il ne faut pas faire de la particularité pour de la particularité. Il ne faut pas oublier que dans une entreprise, ce qui prône avant tout, c'est la compétence. On va faire appel à vous, jeunesse, parce que vous avez des connaissances et des compétences. Et en effet, la diversité, c'est pas créer des cloisonnements entre des gens différents. C'est l'inverse, en fait. C'est l'inverse. C'est à partir de données factuelles de compétences, créer une équipe, quelles que soient leurs différences. Je dirais que c'est célébrer la diversité tout en restant unis en tant que communauté. Alors là, je vais vous parler de quelque chose qui me tient également à cœur, puisque c'est notre métier, que nous chérissons. Vous avez dû entendre parler de la transition numérique, de la transition économique, de la transition énergétique. Tout le monde a entendu parler des fameuses transitions. Qui n'a jamais entendu parler de ces transitions ? Donc, transition numérique. C'est quoi la transition numérique ? Ah, c'est quoi ça ? Mais comment ça, c'est quoi ça ? Alors, la transition numérique, c'est la transition... Mais la transition numérique, c'est le fait d'intégrer l'utilisation multiple des logiciels, on va dire, dans les entreprises. Il y a quelques années, vous n'avez pas connu parce que vous êtes très jeune, il y avait peu d'ordinateurs dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a non seulement des ordinateurs, mais des clouds, l'intelligence artificielle, etc. Donc ça, ce sont des évolutions que doivent porter les entreprises. Transition économique, vous l'aurez observé, on est dans des cycles économiques qui sont de plus en plus courts. Vous avez peut-être entendu parler des 30 glorieuses, après il y a eu les 30 piteuses, et après il y a eu... Donc les cycles économiques sont de plus en plus réduits. Et aujourd'hui, à 6 mois, on ne sait plus ce qui va se passer parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui va tomber sur la tête du chef d'entreprise ? Donc forcément, en fait, ça veut dire que ce qui va se passer dans les organisations doit être très directement lié à l'environnement. Cet environnement de plus en plus volatile et de plus en plus incertain. Au travers de tout cet environnement, tout ce contexte, les experts comptables, ils comptent toujours, mais de moins en moins, au profit de plus en plus d'expertise, parce qu'eux aussi vivent les transitions numériques, les transitions économiques, les transitions écologiques. Donc, autrement dit, eux-mêmes vivant ces évolutions, ils vont de plus en plus accompagner les experts comptables, les chefs d'entreprise dans ces voies diverses et être de plus en plus experts, de moins en moins comptables.
Dans le schéma des missions de l'expert comptable, qui est une profession réglementée, est-ce qu'il y en a qui veulent devenir expert comptable d'ailleurs? Alors? Comment? 10 ans d'études, non? Et comment ça, 10 ans d'études, non? 8 ans d'études, et puis les 3 dernières années, c'est un stage. À partir, c'est vraiment jusqu'au bac plus 5, après tu travailles après. Alors oui, vous vouliez dire quelque chose. Voilà, oui, c'est un petit peu long, mais c'est bon, je suis désolée de le dire. En fait, en effet, ça nécessite un certain nombre d'années, mais vous avez le temps encore d'évoluer et vous avez le temps encore de changer. Les experts comptables sont une profession réglementée. Qu'est-ce que c'est qu'une profession réglementée? C'est-à-dire, exactement, il y a des règles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être expert comptable si on ne respecte pas une réglementation qui nous est applicable. Donc en effet, tout le monde ne peut pas être expert comptable, il faut avoir un certain diplôme. Ici, vous avez le petit schéma général du cadre dit de référence, c'est-à-dire du cadre dans lequel l'expert comptable peut intervenir. Il n'intervient pas, et fort heureusement, que pour faire des liasses fiscales. Il en fera d'ailleurs de manière différente dans les années à venir, mais surtout, il va devoir accompagner le chef d'entreprise tout au long de sa vie, en fait, de la naissance de l'entreprise à parfois la mort de l'entreprise, à des étapes différentes. Et il va être le conseil privilégié sur tous ces sujets stratégiques, y compris sociaux, dont on vient de parler. Alors, je vais dire celle du dessous, puis je dirai celle du dessus. La créativité et le génie ne peuvent s'épanouir que dans un milieu qui respecte l'individualité et célèbre la diversité. C'est une grande phrase qui, pour moi, a beaucoup de sens, parce qu'en fait, en réalité, on l'a dit ensemble, 6% seulement des salariés aujourd'hui sont engagés dans leur entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément confiance en leur organisation. Et d'où vient la confiance en une organisation? C'est parce que le chef d'entreprise, il doit être exemplaire, en fait. Et en effet, l'exemplarité, ça passe par j'applique à moi-même les préceptes que j'impose aux autres, déjà. Ça s'appelle l'asymétrie des intentions. Et surtout, c'est si je respecte les autres, véritablement, je vais être respectée. Ce sont des choses simples, en fait. Mais pourtant, c'est très compliqué parce que ça nécessite une lutte contre l'ego, le fameux ego dont nous sommes parfois tous plus ou moins animés. Donc, pour moi, le rôle de l'expert comptable demain, il va être celui de faire émerger les valeurs de la diversité dans une entreprise pour faire évoluer sa culture. Autrement dit, une organisation qui veut devenir véritablement inclusive va devoir avoir une culture très différente. Et on sait très bien que ce qu'il y a le plus compliqué à faire évoluer dans une organisation, c'est sa culture. Alors, on a tous entendu parler des soft skills. Tout le monde connaît hard skills, soft skills. Alors, ce qui m'agace des fois, c'est qu'on a une langue française qui est extraordinaire. Voltaire, à mon avis, fait demi-tour dans sa tombe. On utilise de plus en plus d'anglicisme, malheureusement, dans notre jargon. Mais je traduis quand même. Les hard skills, ce sont les compétences. Quand on était sur des modes managériaux, taylorisme, qui faisait référence au taylorisme, outre le fait que c'était la standardisation des modes de fonctionnement, je ne reviens pas là-dessus. On s'intéressait qu'aux compétences. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu connais? Je suis un ingénieur informatique, j'ai des compétences sur Python. Je suis un expert comptable, j'ai passé le diplôme, je sais faire un bilan, etc. Donc ça, ce sont les compétences. Sauf qu'aujourd'hui, on a compris que les soft skills, à savoir l'attitude, l'intelligence émotionnelle, étaient aussi importantes, si ce n'est plus, que la compétence technique. Pourquoi? Parce que si on a une tête bien faite, ce qui est le cas de 99,99% des gens, ils vont apprendre au sein de l'entreprise, vous allez apprendre tout au long de votre vie professionnelle. Par contre, si vous n'avez pas le comportement approprié, ça va être un handicap. Et qu'est-ce que c'est que le comportement approprié? C'est en effet les fameux soft skills, à savoir les éléments de l'intelligence émotionnelle. Alors,
toujours dans le cadre du rôle de l'expert comptable, entre autres lorsque l'on accompagne des entreprises sur leur démarche stratégique, on se transforme finalement d'un rôle de conseil, on dit de consultant pour certains. Moi, je me souviens, j'ai commencé ma carrière très jeune, j'étais consultante, et il y en a un, je me dis, oh, de toute façon, le consultant, c'est très bien ce que c'est, file-moi ta montre et puis je te donnerai l'heure. Ça faisait plaisir, hein. Moi j'avais 23 ans, je croyais que le monde allait m'appartenir, d'entrée de jeu, hop, je me dis, tiens, je suis complètement inutile. En fait, c'est complètement faux. On n'a pas la culture de l'appel au conseil en France, je trouve, contrairement aux États-Unis, parce qu'on est du genre, ah, mais c'est trop cher, mais c'est trop ci, c'est trop mi. Mais en fait, c'est faux en réalité. C'est un investissement. Alors, bien entendu, il faut trouver les conseils qui soient appropriés, compétents, etc. Mais c'est un investissement parce que finalement, qu'est-ce que va faire le conseil? Il va voir ce que vous ne voyez pas dans vos structures. Il va probablement oser dire des choses que la plupart des chefs d'entreprise ne peuvent pas dire. Et s'il a un peu de bouteille, un peu de compétences, un peu d'habitude d'avoir mené des démarches, il va vous apporter des outils et vous allez gagner du temps en fait dans vos démarches. Eh bien, en fait, principalement, là, je vous ai mis un petit schéma que j'ai bien aimé de l'Institut de médecine environnementale que vous irez chercher. Il va jouer un rôle d'animateur, en fait, de gestionnaire de projet. Et grâce à sa présence, sa manière d'animer, etc., il va acculturer vos entreprises, il va vous permettre, en effet, de s'appuyer sur lui et ainsi, vous pourrez en mettre en œuvre votre stratégie. Alors très simplement, quand on veut mettre, mais ça j'ai tendance à dire que ce tableau, il est vrai quelle que soit la démarche que l'on va mener. C'est une notion de méthode. Lorsque l'on veut devenir une entreprise inclusive, on va avoir une stratégie d'entreprise. C'est pas un vain mot d'avoir une stratégie. Ça veut dire que le chef d'entreprise, il va devoir écrire la vision qu'il a de son entreprise dans le monde de demain, à savoir à 10 ans, à 5 ans, d'accord ? À partir de là, il va décliner un certain nombre de valeurs. Et à partir de cette vision, il va être fait un constat de où est-ce que l'entreprise en est. Et donc, on vous appelez ça les diagnostics, l'audit, etc. On fait un point de constat sur là où j'en suis. Et ensuite, on va partir sur des recommandations, dès la mise en œuvre en fait de plans d'action, et on va planifier les choses que l'on va mettre en œuvre. Sans cette méthode, il y a toute chance que les stratégies n'aboutissent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les stratégies, c'est comme les vœux de Noël. L'année prochaine, je fume pas. On fume pas le 2 janvier, mais le 3, ça y est, on a repris le paquet. En entreprise, c'est exactement la même chose. C'est toujours moi. Voilà, je te laisse la parole. Hop, je reprends la parole. Donc effectivement, mettre en place l'inclusion dans les structures, c'est bénéfique pour l'entreprise, c'est bénéfique pour la partie des collaborateurs et pour toute l'équipe, mais ça a aussi un aspect de performance économique. Qu'est-ce qu'on peut entendre par performance économique ? Performance économique, c'est des éléments qui sont de sources statistiques des études de 2016 et 2020 de différents cabinets, sur lesquels on voit que les entreprises qui mettent en place ce système ont un gain de performance de 13%, généralement un chiffre d'affaires qui augmente jusqu'à 30% et 60% de chances supplémentaires pour voir leur profit augmenter. Donc tous ces investissements qu'ils peuvent mettre en place pour mettre en place une stratégie qu'on vient de voir juste en face a aussi une retombée financière sur la structure et qui peut être favorable pour l'entreprise. D'ailleurs, on verra un exemple concret tout à l'heure, IBM qui a mis en place une véritable stratégie et on verra tout ce qu'ils ont mis en œuvre. C'est juste après. Rendez-vous en salle 120 pour une Tu veux parler d'IBM ? Vas-y. à court et à moyen terme sur notre économie. Donc, tu veux que je le présente ? Oui, c'est toi qui l'as mis. Alors, je vais quand même vous présenter un exemple, celui d'IBM, qui a gagné des milliards en mettant en œuvre une véritable stratégie d'inclusion. Et en effet, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette mise en œuvre, elle doit être structurée, parce que si elle n'est pas structurée, elle peut avoir des effets autant négatifs que positifs.
Donc déjà, on ne manie pas ce genre de stratégie à la légère. Il faut véritablement mettre en œuvre la démarche que j'ai décrite tout à l'heure. Là, l'idée, c'est qu'ils ont créé véritablement une structure de projet pour inclure en fait une segmentation au sein de leur population de collaborateurs, femmes, LGBT, chefs d'entreprise, personnes handicapées, etc. Et par, comment dirais-je, en fonction de ces segments, ils ont déployé une véritable stratégie de vente, en réalité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tellement bien structuré leur démarche que les communautés, en fait, se sont reconnues. La communauté gay a clairement acheté leurs produits parce qu'ils se retrouvaient dans les modes de communication. Et toutes les catégories qu'on vient de décrire, sexe différent, préférences sexuelles différentes, religions différentes, etc., s'est retrouvé en fait dans la démarche et tout le marketing mix qui s'en est suivi. Ils ont en effet développé un plan de communication parce qu'une fois qu'on a en effet déployé cet axe stratégique, inclus des collaborateurs qui faisaient partie de ces communautés, ils ont développé en effet un plan de communication avec des sponsors et des thématiques spécifiques et ils ont démultiplié en fait leur chiffre d'affaires. Donc après, lorsqu'on a des systèmes pour mettre en évidence l'évaluation de ce qu'on fait, c'est-à-dire les démarches qu'on peut mettre en place dans les structures, c'est bien de les mettre en place, mais derrière, c'est bien aussi de communiquer, de dire ce qu'on fait et montrer l'évolution des chiffres. C'est-à-dire, par exemple, répartition hommes-femmes sur des postes importants, les rémunérations, montrer qu'on a des rémunérations équivalentes selon les postes, et peu importe qui est la personne, montrer les diversités qu'on peut avoir comme structure. Donc, c'est important de le faire, c'est important de communiquer, ça montre aux tiers, donc aux parties prenantes extérieures et même intérieures, que l'entreprise est dans cette démarche. Ça donne une valeur ajoutée à la structure, ça permet d'avoir une bonne image, on reviendra un petit peu plus tard, mais ça permet d'avoir une bonne image de l'entreprise. Là, ce que tu évoques, Céline, c'est tout ce qui sont les critères extra-financiers dont vous avez entendu parler. Quand on est dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises, on applique la roue de Deming, c'est-à-dire la notion d'amélioration continue. En fait, là, l'accent est mis sur le fait que lorsqu'on met en œuvre des projets, si on n'évalue pas ce que l'on fait, c'est presque si on ne faisait rien. Parce que c'est bien de dire je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai mis en place mon organisation, mais si on n'est pas dans une réflexion permanente sur le sujet et qu'on ne mesure pas ce que l'on fait, on ne s'améliore pas. Donc la CSRD dont vous avez entendu parler, qui est aujourd'hui une norme européenne qui a défini en fait des critères internationaux qui vont devenir obligatoires aujourd'hui dans les très très grandes entreprises, vont demain pénétrer de plus en plus la société. Et parmi ces critères et ces indicateurs, vous allez retrouver des indicateurs sociaux, dont en effet le pourcentage de répartition entre les hommes et les femmes, le pourcentage de temps partiel, enfin bref. Et tous ces critères vont devoir être mesurés d'année en année. Vas-y, si tu veux. Un petit mot sur la société à mission ? La société à mission, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Ah, qui en a entendu parler ? Ah, ben voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société à mission ? Alors ça, c'est très lié à ce que je disais au départ. Aujourd'hui, article 1833 du Code civil, il y a une définition de l'entreprise qui est nouvelle, puisque aujourd'hui, historiquement, on disait que les entreprises, c'était pour le profit, et on avait la notion d'affectio societatis, c'est-à-dire la réunion de personnes qui s'associent pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, les nouveaux modèles économiques, on l'a dit dès le départ, visent à une performance différente. On s'intéresse aux moyens et pas qu'au but, d'accord ? C'est-à-dire qu'on doit être performant économiquement en intégrant tout ce dont on vient de parler. Et pour le coup, le législateur, petit à petit, inclut dans le droit, en fait, ces notions. La société à mission est définie aujourd'hui par le Code de commerce.
et dit la chose suivante. L'entreprise va définir une mission, elle va le dire dans ses statuts, elle va l'indiquer dans ses statuts. Sa mission, ça peut être en effet, je vais dire, assurer le bien-être de la communauté, d'une communauté en particulier, avec tel et tel objectif. Admettons, elle va mettre en œuvre une organisation, etc., pour mettre en phase toute son organisation en fonction de cette mission. Et là, elle fera l'objet d'une accréditation et d'une certification en fonction des résultats qu'elle aura réalisés. Ça, c'est une notion juridique nouvelle qui existe depuis l'année 2019 avec la loi Pacte. Donc, je vous invite à voir quand même ce qu'est la loi Pacte. Hop, donc ensuite, au niveau de la mise en place de l'inclusion. La mise en place de l'inclusion nécessite aussi de la formation. Ce n'est pas forcément quelque chose des notions qu'on a l'habitude de pratiquer. Donc il va falloir former ces structures, former ces équipes à ces notions, former ces managers à les mettre en place, à les accepter et savoir comment faire, comment je fais pour mettre en place ce système-là. Hop. Et ensuite, donc communiquer. Comme on disait tout à l'heure, communiquer en interne, communiquer en externe. Et attention à ne pas communiquer sur n'importe quoi. Attention à ne pas faire du greenwashing, c'est-à-dire je fais de l'inclusion, je fais des publications en disant je fais de l'inclusion, je suis dans ce système-là, alors que concrètement, vous n'en faites pas. Il y a eu quand même quelques structures qui ont pu être mises à mal par rapport à ces éléments-là. C'est lorsqu'on communique, lorsqu'on affirme des éléments, qu'on affirme de mettre en place des structures, des organisations, il faut vraiment que derrière, dans l'entreprise, ce soit fait. Sinon, après, les répercussions derrière peuvent être assez importantes et assez graves. Au niveau de l'impact de l'inclusion sur les structures, on a l'image de l'entreprise. L'image de l'entreprise va être poussée en avant, va être mise en avant si la communication suit, comme on disait juste avant. On va montrer une image de la société qui est ouverte, on va montrer qu'elle est humaine, qu'elle est bienveillante, qu'elle prend en compte les demandes de ses collaborateurs, les demandes de ses clients aussi. Elle inclut tout le monde, elle est vraiment inclusive, c'est qu'elle porte bien son nom. Et donc l'image sera favorisée et ce sera plébiscite. Ensuite, l'amélioration des performances. Des équipes épanouies, heureuses, vont permettre de produire dans la bonne humeur, dans la joie, je dirais, et vont permettre d'augmenter les performances et l'entreprise sera saine. Et dernier élément, si vous avez une équipe qui est bien, qui est épanouie, elle va automatiquement attirer d'autres personnes à elle. Donc c'est pour pousser aussi l'attractivité de la structure et permettre à d'autres personnes de venir vous intégrer. Donc, en conclusion, j'aimerais bien savoir ce que vous avez retenu de ce qu'on vient de raconter. Je vais vous passer le micro, d'ailleurs. Ça permet ? Moi, ça m'a intéressé de savoir que les experts comptables s'intéressent à ce sujet. Je pense que vous vous êtes bien défendus. Merci. Donc, bon point pour vous. Merci. Quelqu'un veut prendre la parole ? Alors, c'était très intéressant et tout ça, mais juste, on n'a pas assez interagi, du coup, ça nous a un peu ennuyé à la fin, mais sinon, ça va, c'était bien. Mais c'est le moment d'interagir. Ah, mais c'est... Tenez, madame. Non, il faut avoir une question. Le but est de poser des questions. Okay. Merci beaucoup pour et votre attention et votre dynamisme dans la présentation. Moi, j'avais une question sur la discrimination positive. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de passer par une phase de discrimination positive pour construire l'innovation et l'inclusion au sein de votre entreprise ? Alors, je ne suis pas sûre qu'en répondant ici, alors vous savez que j'ai la casquette de la présidente du comité RSE, j'ai l'impression que je vais répondre à titre personnel. Autrement dit, ce ne sera pas forcément une position officielle, parce que c'est un sujet très intéressant, en effet, la question est pertinente, chacun est libre un peu d'avoir son point de vue. Moi, je n'irai pas jusqu'à cette notion-là, je pense qu'en fait, l'inclusion, ça vient du cœur et c'est du bon sens.
Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais j'ai tendance à vouloir dire par là que lorsque le dirigeant, celui qui a le pouvoir de faire les choses, est convaincu de la nécessité d'agir de cette manière, peu importe la théorie qu'il ira chercher ou la manière dont il ira le faire, il ira jusqu'au bout. Et je dirais, l'objectif, c'est de ne pas sortir des gens d'une case pour les mettre dans d'autres cases aussi. C'est d'essayer de supprimer toutes ces cases et de vraiment penser aux qualités, à la personne, sans le reste. Alors moi, je voulais revenir au taux de travail. Vous avez dit 6% des personnes se sentent à l'aise dans leur entreprise. Engagées dans leur entreprise, non, c'est pareil. Engagées dans leur entreprise, et vous avez dit c'est embêtant. Ben, c'est plus qu'embêtant, je trouve. Si on n'aime pas son travail, c'est plus qu'embêtant. Mais c'est révélateur de la situation. C'est vrai que pas mal de personnes, selon les secteurs d'activité, s'il y a un problème, si c'est compliqué de changer d'entreprise, les personnes vont quand même rester où elles sont et pas forcément oser partir. Donc cette personne va être désengagée et elle ne va pas partir. Après, pour arriver à engager les personnes, c'est l'attractivité des structures et c'est là, effectivement, où ça devient plus compliqué. Alors, pour répondre à cette... Alors, ça aussi, c'est pertinent, jeune homme, pardon. Oui, alors, c'est une étude qui est internationale, en fait, et il y en a eu plusieurs. Notamment au niveau européen, où le chiffre serait de 14%, la France serait à 6%, donc autrement dit, 14-6, enfin bref. Donc, alors, ce jeune homme, je ne sais pas quel est votre prénom, a mis l'accent en effet sur quelque chose qui est fondamental, qu'on n'imagine même pas. Alors après, il est évident qu'il y a eu le post-Covid, mais que ça a été juste un révélateur de quelque chose qui était sous-jacent, en fait. Je pense que peu de gens connaissent véritablement ce chiffre. Ce qui fait qu'on ne s'empare pas véritablement de ce sujet fondamental. Moi, je suis une éternelle optimiste. Je pense que c'est l'occasion de se renouveler dans nos modes de pensée, justement. C'est l'occasion d'observer qu'il faut arrêter de se lamenter, parce que des fois, quand on est chez une entreprise, on dit « mais c'est l'horreur ». Enfin, je suis la première à le faire des fois. Non, mais c'est l'horreur, on n'arrive pas à recruter, nanani et nanana. Bon, bref, de toute façon, ça ne sert à rien, parce que les faits sont ceux-là. Donc, raison supplémentaire, en fait, pour s'interroger sur comment fait-on pour que les gens se réinvestissent au travail, en fait. Parce que c'est ça, le sujet. Après, là, aujourd'hui, on a fait un focus sur une thématique qui est celle de l'inclusion, mais il n'y a pas que ça. Il y a la notion de formation, il y a toute la gestion des ressources humaines qui mérite questionnement, en fait. Parce que vous avez raison, seul, on va très vite, mais on va nulle part. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on a dépassé le temps ? Absolument. Il n'y a pas eu le gong, normalement. Merci beaucoup. Merci.